Des Vikings? C'est marqué là. Ah non, parce qu'il a vu. Conquérant. Non, quand on est à l'école, on nous dit il y avait tous les barbares, il y avait les Germains, les Alamans, les Suèves, les Visigoths, les Burgondes, on met tout dans le même sac. Les autres. Oui. Alors que les Burgondes, c'est quelque chose de tout à fait particulier. D'abord, ils sont originaires, c'est des Scandinaves. Ils sont originaires de la province de Burgund, en Norvège, qui existe encore la province de Burgund en Norvège. C'était des pasteurs, donc ils vivaient de leurs troupeaux. À côté des Vikings qui étaient pêcheurs. Bon, ça, au début, c'est proto-histoire. Donc les dates sont imprécises. Donc, bon, je lis pour pas répéter 3 fois la même chose. Bon, issus de Norvège, province de Burgund actuelle, donc scandinaves, on dit qu'ils étaient grands, blonds et chevelus. On les classe entre les Germains et les Goths. Les Germains, c'est ceux. Les Germains, c'était qui étaient dans l'Europe centrale, de l'autre côté du Rhin. Les Goths viennent de plus loin, de plus. Comment? Yougoslavie. Plus de l'Est. Dans l'Europe de l'Est. C'est-à-dire, oui, Pologne, ou. Bon, ils voyageaient. C'était des gens qui étaient plutôt nomades, semi-nomades. Donc ils vivaient surtout de leurs troupeaux. Et surtout des vaches. Alors que les Huns avaient des moutons. Et c'est pour ça qu'on disait que où on passait les Huns, l'herbe ne repoussait pas, parce qu'il y avait des moutons, et les moutons, ils remplaient tout. Plus que le fait que dire qu'ils méprisaient. Là où mon cheval passe, oui. Ce sont comme des pasteurs. Donc là, à ce moment-là, ils étaient 80 000 combattants. Donc, environ 250 000 à 300 000 hommes déjà quand même. Donc, et ils sont restés un peu là, alors que les autres Germains, donc, circulaient un peu autour en fonction de leur pâturage. Des fois, on trouve les Suèves, ici, qui avaient attaqué les Séquanes. Après, c'était les Alamans. Bon, enfin, ils bougeaient un peu. Et bon, ensuite, en 430, ils se convertissent ils sont ariens à ce moment-là. Ils se convertissent à l'arianisme. C'est important pour la suite à savoir. Donc, en 435, donc, ils cherchent à passer le Rhin, mais sont repoussés, ils cherchent à passer le Rhin une deuxième fois. Donc, cette fois, ils sont repoussés par Aetius, le général romain, avec les armées gauloises. Elle s'est dit, il faut que Clovis soit chrétien pour avoir le droit d'attaquer les Burgondes. Donc Clovis s'est converti au christianisme. Pour faire plaisir à madame. Voilà, oui. Et ensuite, donc, en 456, donc, Clovis s'est fait baptiser. Alors en 500, donc 400 après, il attaque les Burgondes, il attaque Gondebaud. Mais il échoue devant Dijon sur Louche. Il a échoué. Mais en 516, donc, Sigismond succède à Gondebaud normalement. Gondebaud est mort. Donc Sigismond, son fils, lui succède. Et pour ne plus être attaqué, il s'est converti au catholicisme. Parce qu'il savait que, il allait attaquer. Alors il s'est converti. Mais à ce moment-là, il est arrivé que les Visigoths ont commencé à attaquer le sud. Donc comme il était affaibli et occupé autre part, Clodomir, un des fils de Clovis, ah oui, je vais vous dire où c'en était avec tout ça, c'est que Clovis, avec Clotilde, a eu quatre garçons. Donc à ce moment-là, ils ont partagé le royaume en 4. Donc ils ont eu chacun un quart. Donc il y avait la Neustrie, l'Austrasie, il y avait Orléans, il y avait Paris. C'était ces partitions de la France, entre les 4. Et les Francs, alors, étaient d'une cruauté quelque chose de rare. C'est que Clodomir, il y avait Thierry le Premier. Une fois que ces deux enfants sont morts,
une fois que lui était mort, Childebert et Clotaire, les deux, ont tué ses enfants. Comme ça fait une part de moins. Je la part en 3. Ensuite, Clodomir, donc une fois que les Wisigoths ont attaqué le Bar et que Sigismond était affaibli, Clodomir en a profité pour assassiner Sigismond, le chef des Burgondes. Donc c'est Godomère qui l'a remplacé. Alors ensuite, Clodomir a attaqué Godomère, mais par l'armée ce coup-là, parce que l'autre se méfiait. Mais il a été battu et tué par Godomère. Alors en pensant le tuer, c'est lui qui s'est fait tuer. Mais ensuite, Childebert et Clotaire ont convoqué Godomère pour un traité de paix. Et ils l'ont tué. Et il l'aurait jeté dans un puits vivant avec sa famille et les serviteurs qui voulaient le défendre. Et c'est la fin du royaume burgonde, c'est comme ça. Alors, pour vous dire aussi la cruauté des Francs entre eux, ils s'arrangeaient tous pour tuer les autres, pour avoir le pouvoir. Bon, alors, et ensuite, le pire, c'est en 350 et 357, 45 000 cette fois sont détruites. Donc, Autun, Troyes, Sens, Auxerre, Besançon, Lons, 45 000 détruits. Bien, ils sont arrivés à les repousser, mais en attendant, il y a eu des destructions. Et en 407, alors là, c'était la sortie générale qui n'a pu être endiguée. Donc, ça a été la débâcle générale. Ça a commencé par les Vandales, qui ont envahi, qui étaient en 409 en Espagne. Et puis en 428, ils sont descendus et ils sont allés jusqu'en Afrique du Nord, où ils avaient un royaume en Afrique du Nord qui a duré plus de 100 ans. Les Vandales, c'était des Blancs, jusqu'à l'arrivée des Arabes. Donc, ils étaient au pouvoir jusqu'à l'arrivée des Arabes. En 700 par là, presque quoi. Mais les Arabes, ils sont arrivés, ils ont remplacé les Berbères. Voilà, oui. Et les Vandales étaient allés faire une population blanche en Afrique du Nord. Donc, à ce moment-là, après, les Suèves, ils partent jusqu'en Galice, où ils sont anéantis, justement, à l'aide des Burgondes. Les Visigoths, ils vont en Aquitaine et jusqu'en Espagne, où ils tuent les Alains, qui étaient passés devant, parce que les Goths étaient moins cruels que les Germains. Et les Ostrogoths prennent l'Italie. Les Ostrogoths, c'est les Goths de l'Est, puis les Visigoths, les Goths de l'Est. De l'Ouest. De l'Ouest, oui, qui est en Aquitaine et en Espagne. Et donc après les Huns, brûlent Besançon, qui sera rasé pour 30 ans. Et ils sont arrêtés au champ catalonique par Récius et les Burgondes, justement. Donc en 457, les Burgondes obtiennent de s'agrandir, à cause qu'ils avaient aidé à faire, et qu'il y avait besoin de repeupler. Et en 476, Odoacre, Ostrogoth, dépose Romulus Augustus, donc c'est la fin de l'Empire romain aussi là. C'est quelle année là? En 476. 67. Oui. Alors bon, donc il y avait un territoire important à remplir et que les Burgondes remplissaient. Donc ils avaient mission de respecter la population et de s'installer où il y a une place était vide. Et c'est pour ça qu'ils appelaient, où il y avait leurs chefs de tribu, ils appelaient leur village en Villiers, ou X-Villiers, ou Villiers quelque chose, ou la ville. Et leurs vassaux, c'est des villages qui se finissaient en Ange ou Ingen. Alors vous pouvez regarder sur la carte de Franche-Comté et surtout du nord du Doubs, vous avez des villages qui a Villiers, soit avant, soit après, et puis des ou Ange tout autour. Mais nous on a Coulanges. Ou Ingen, et ben voilà, Coulanges. Ouais. C'est Burgonde. Ah, mais il y a des Villiers un peu autour, mais quand on regarde... Bon, les Villiers, il y a plusieurs oui, qui s'appellent Villiers. Voilà, oui. Près de chez lui. Oui. Aussi. En Normandie, oui. Il y a Coquin-Villiers, Villiers-sur-Mer.
Villiers-sur-Yonne. mais c'est certainement, enfin, dans le secteur ici, il y a Villiers et en autour. Villiers-sur-Yonne. Oui. Et j'étais l'autre jour à Belfort, mais alors comme c'est tout près du Rhin, ça a dû être drôlement détruit, parce que presque tous les villages, hein, quand on arrivait juste avant Belfort, presque tous les villages, il y a Bavilliers, il y a... et puis autour, c'est plein de mots autour. Donc il repeuplait. Et fait rare et presque unique dans l'histoire, c'est que pendant un siècle, donc jusqu'à ce que Godomer se fasse assassiner, donc ils étaient au pouvoir, les deux civilisations cohabitaient par village voisin. Donc il y avait d'un côté, il y avait chacun son village, sa langue. Il y a un village qui parlait latin, ou celte, ou burgonde, et l'autre parlait autrement. Et sa religion et ses mœurs. Mais le code Gombette y est soigneusement respecté, même après la disparition de Godomer et la domination franque, jusqu'à l'arrivée des Carolingiens. Donc les gars respectaient ce code. Alors ce code justement, qui porte, qui était, alors à cette époque-là, il faut déjà le faire, on n'est pas encore à la Révolution française. Hein? Et bon, il reprend un autre et dit, si un homme tue un voleur la nuit, il ne lui en sera pas fait reproche. Ça a changé. Oui. Oui, ça a changé. Non, mais enfin, il dit en fait, il dit si quelqu'un prend la nuit quelqu'un dans sa vigne en état de production, il met quoi, et qu'il le tue, il ne sera pas fait reproche. Bon. Mais il dit aussi, par exemple, si un homme doit être puni, donne-lui le fouet, mais ne confisque pas ses biens. Car si tu prends ses biens, tu punis ses héritiers. Et un fils ne doit pas pâtir des fautes de son père. C'est déjà... c'est bien ça. Très avancé. Ouais. Attention. Hein. Ensuite, bon, il met quiconque tue un homme, romain, burgonde ou esclave, devra mourir, même un esclave. Bon. Un voleur de charrue est contraint de la restituer et à livrer en plus 2 bœufs équipés pour le labour. Non mais il faut se rendre compte à cette époque-là, la valeur de ce que voulait dire ce code-là. Hein.